Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue, mardi 12 août 2025. J'espère que vous avez la patate, moi j'ai la forme, je reviens de 4 jours au vert de mes 4 jours de vacances annuelles, j'étais dans la Bourgogne, de là je me suis baigné dans des lacs, j'ai fait de la piscine, j'ai fait du sport, j'ai couru, j'ai fait du vélo. Et voilà donc, après cette phase de pause qui m'a permis d'y voir plus clair sur les marchés, je reviens avec la question de la fin du cycle. Oui, car clairement, la fin du cycle approche. Il faut commencer à se poser la question des gains latents reste virtuel tant que la position n'est pas soldée. En tout cas, lorsqu'on a des gains en crypto et qu'un bear market s'annonce, il faudra minimum passer en stablecoin. Et puis attendre la fin de l'hiver crypto et revenir à la fin du prochain bear market. Ok. Ce sujet va être passionnant, va nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que toutes les opinions du noir au blanc, du A au Z, s'affrontent. Vous avez les plus pessimistes qui nous disent que le cycle se termine dans 21 jours. Eh oui, 21 jours les gars, c'est fini. Vendez au bon moment, 21 jours. J'en rajoute un peu, hein, c'est mon introduction, je suis chaud là, j'en rajoute. Bon, nous sommes 479 jours après le halving. On dit du marché crypto. On achète 500 jours avant le halving et on revend tout 500 jours après le halving. Nous sommes 479 jours après le halving. Septembre est le mois le plus pourri en termes de saisonnalité. Les amis, le 31 août, vous me revendez tout. Vous encaissez vos gains sur Bitcoin, car à ce prix-là, vous êtes forcément en gain. Vous encaissez vos gains sur l'Ether. Franchement, au prix actuel de l'Ether, difficile d'être en perte, sauf si vous aviez vraiment acheté tout en haut du dernier cycle. Bon, ça c'est le scénario le plus pessimiste. Alors ensuite, écoutez, moi vous avez compris qu'on va refaire une synthèse temporelle. Si on fait de la répétition de cycle standard, multifacteur, j'ai un tableau, les datas avancent, concentrez-vous là sur ma voix. Si on fait de la répétition de cycle standard multifacteur, on termine la semaine du 13 octobre. Donc du lundi 13 au dimanche 19 octobre, on fait le top de cycle. Que ce soit en nombre de jours, si on fait de la comparaison de cycle quand on compte le nombre de jours depuis le point bas du précédent bear market, le point haut du précédent cycle, ou même si on fait une moyenne du nombre de jours après le halving. Parce que l'on dit que le cycle se termine 500 jours après le halving, mais le cycle de 2016 s'est terminé 545, le cycle de 2020 530, voilà, donc c'est toujours, ça peut être un mois après, vous voyez. Donc, si là on tape dans la moyenne, je gicle le cycle de 2012, hein. Je prends les deux derniers. Si je tape au milieu de différentes métriques pour comparer les cycles, ça nous laisse 60 jours. Grand max. Donc, ça veut dire, là on est le 12 août, donc 12 octobre. Donc, on arrive dans cette semaine du lundi 13 octobre. Ce sera peut-être le dimanche 12 ou le dimanche 19, on verra. Ça, c'est la répétition standard classique. Ensuite, vous avez la liquidité mondiale, le fameux M2, l'addition des M2, auquel on peut rajouter la liquidité nette US, vous savez, en partant du bilan de la Fed, je vous ai déjà montré ça. Dans tous les cas, l'information est la même. Le cycle, selon cette approche, alors la courbe évolue, mais là elle baisse. Le cycle, selon cette approche, se termine entre le 9 septembre et le 23 septembre. Donc vous avez, les plus pessimistes nous disent, le 31 août c'est terminé, 500 jours après le halving. La liquidité nous dit entre le 9 et le 23 septembre. On est le 12 août. C'est dans un mois. C'est pour ça. Il faut commencer à se poser la question, quand revendre ? Entre le 9 et le 23 septembre, la répétition multifacteur la semaine du 13 octobre. Donc en gros, au plus tôt, ça finit dans 3 semaines. On a entre 3 et 5 semaines la liquidité qui arrive et la répétition classique 2 mois. Concrètement, entre 21 jours, il nous reste au pire 21 jours, au mieux 60 jours. Et puis vous avez ceux qui nous disent, arrêtez avec la comparaison de cycle. Le halving de 4 ans qui structure le cycle de 4 ans, le halving quadriennien qui structure le cycle de 4 ans, pèse de moins en moins. Oui, forcément, alors, tous les 4 ans, la production, la prime de minage est divisée par 2, donc la production de BTC est divisée par 2, sauf que oui, effectivement, à force de diviser par 2, en valeur absolue, ça pèse plus la même chose que le premier halving, j'entends bien. Mais pour moi, ce serait un piège de croire qu'il n'y aura pas de bear market. Dans tous les cas, ceux-là nous disent,
eu égard au fait que le halving pèse au moins, et surtout à l'institutionnalisation du marché, les ETF, pour faire simple, eh bien, nous allons pulvériser toutes ces moyennes de cycle. Nous allons aller jusqu'en fin d'année, voire jusqu'en janvier 2026. Ils auront peut-être raison. Dans tous les cas, là où ça va être complètement passionnant et bon, et ça va créer un petit suspense, un petit stress, c'est que entre le 31 août et le 31 décembre, tous les jours, on va se poser la question, merde, est-ce que c'est la fin du cycle? Il va falloir faire confiance aux signaux de l'analyse technique. Il n'y aura pas le choix. Grosso modo, on va avoir une fenêtre temporelle 31 août, 31 décembre. Et donc à chaque fois que vous allez avoir des séances de correction, vous allez vous dire, merde, c'est la fin du cycle. Bah oui, mais pas sûr. Et oui, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à taper dans ma répétition multifacteur la semaine du 13 octobre. On verra. On va pas s'ennuyer. Alors, bien sûr, on va avoir la fenêtre temporelle, et pour savoir quand est-ce qu'on aura fait le haut de cycle, il va falloir avoir tous les signaux de l'analyse technique, tous les modèles de valo de fin de cycle, et si par exemple, on arrive la semaine du 13 octobre, qu'on a tapé le PI cycle, que le RSI mensuel du BTC arrive sous sa trendline baissière de long terme, et qu'on est, je sais pas, à 160, 170, moi je dis boum, c'est terminé, voilà. Ça va vraiment dépendre en fait des signaux techniques. Si on se pointe la semaine du 13 octobre, qu'il n'y a aucun signal d'essoufflement sur le plan technique, qu'on n'a pas fait les cibles de valo, bah non, c'est que, enfin, il va falloir croiser les approches prix et temps. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, donc c'est parti, bienvenue à la nouvelle édition du CTB. Chers amis, j'ai un bon plan boursier à vous partager. Ça vous intéresse, une action Michelin gratuite? Oui? Alors je vous explique tout en une minute. La plateforme d'investissement multiclasse d'actifs, XTB, lance son opération Free Stock. XTB au passage contrôlée par l'AMF et la CPR avec des bureaux à Paris. Opération gratuite, une action Michelin. Alors comment obtenir votre action Michelin? C'est tout simple, vous ouvrez un compte de trading chez XTB, vous faites un dépôt du montant de votre choix, j'ai bien dit. Un montant de votre choix. Et une fois l'ouverture de compte validée par XTB, dans un délai de 3 jours, vous recevez votre action Michelin sur votre compte de trading XTB. Alors pour en savoir davantage sur XTB et sur cette opération Michelin action gratuite, déjà visitez mon lien en description. D'autre part, vous pouvez les contacter puisque comme je vous l'ai dit, ils ont une succursale à Paris. Vous pouvez contacter de 8h30 à 19h30 en semaine en français l'équipe française et vous pouvez même aller les voir directement dans leur bureau. Les points forts de la plateforme d'investissement XTB, plateforme multiclasse d'actifs hyper intuitive. Pas de frais de tenue compte, 0% de commission sur le trading des ETF et des actions jusqu'à 100K investis par mois. Vous touchez même, vous percevez même des intérêts sur les dépôts. À cela s'ajoute un service de formation gratuite. Bref, chers amis, pour obtenir votre action gratuite Michelin, suivez mon lien exclusif en description. Allez, c'est parti les amis. Alors le débat sur la fin du cycle est lancé. Alors déjà, pour quelle raison ce débat est lancé? Parce que le bear market c'est violent. Donc ça c'est un petit rappel, rapide. Vous avez ici sous les yeux le graphique du... alors déjà, je vous montre les 3 précédents bear market. Donc je parle des bear market post-halving. Je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé avant 2012, même s'il y avait aussi des phases de baisse. Premier bear market, 86% de baisse depuis le record historique. Second bear market, 84% de baisse depuis le record historique. Troisième bear market, 77% de baisse depuis le record historique. Alors, je veux bien que ce soit décroissant, mais on va quand même se manger un moins 70%. C'est pourquoi, j'insiste, cette question de fin de cycle est importante. Je ne sais pas encore de quel prix partira Bitcoin, mais que le haut de cycle soit 130, 135, 150, 160, 170 ou que sais-je encore, on se mangera un moins 70. Donc, faites votre propre calcul. Prenez l'objectif que vous avez. Imaginons que vous ayez soit 200K comme objectif de cours. Faites 200 multiplié par 0,30 et vous allez voir à quel prix on reviendra avec le bear market. Donc, c'est violent. Et c'est pourquoi je pense que, alors que nous sommes, selon moi, à grand maximum 2 mois de la fin du cycle de 4 ans, il faut commencer à se poser des questions. Il y a ici un autre graphique qui permet de voir ce qu'est un marché baissier. C'est donc le pourcentage de drawdown depuis la TH. Et effectivement, donc, là, vous avez le premier bear market, moins 84. Là, vous avez, alors, là, ça tient compte de toutes les phases de baisse
même avant le halving, puisque le premier halving a eu lieu en 2012. Les phases de drawdown depuis la TH, donc les phases de drawdown depuis le record historique en cours de clôture, ça donne quand même moins 93, moins 84, moins 84, moins 76. Alors j'entends bien que c'est décroissant, mais grosso merdo, j'ai déjà ici positionné le moins 70 du prochain bear market. Tout dépendra donc d'où nous partirons. Et bien sûr que quand on sera fin 2026 après le marché baissier, et ben là on rachètera les amis, sauf qu'on rachètera tout en bas et qu'on se mangera toute la hausse du cycle de 4 ans, et ça va envoyer du steak. Donc là l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On vend dans les temps, on va en discuter, on vend quelque part entre le 31 août et le 31 décembre, bon voilà, je vais bien sûr... Tout ça, semaine après semaine, je vais essayer de vous donner mon point de vue, et j'espère pouvoir vous donner la bonne semaine de fin de cycle. Ensuite, on a un an, en fait c'est 12 à 13 mois d'hiver crypto, et ensuite, tranquillement, on reviendra au prochain point bas du bear. Bon, en tout cas, un marché baissier, c'est violent. Je pense donc que se poser la question de savoir quand est-ce que le cycle se termine est une question importante. Les temps forts fondamentaux de la semaine. Alors les fondamentaux, là je m'attarde pas trop dessus, les fondamentaux c'est simple. La négociation commerciale Chine-USA, le délai est reporté au 10 novembre. En 3 mois tranquille. La grande question est de savoir en fait ce que fera la Fed à la rentrée. Ça s'emballe un peu dans tous les sens. Il y a déjà des spéculations sur le remplaçant de Powell, sauf que Powell il va rester jusqu'en mai 2016, sauf s'il démissionne d'ici là. Il y a une nana du FOMC qui a démissionné, elle sera remplacée par Stephen Miran, nommé par Trump, mais potentiellement il ne sera pas validé par le Sénat avant octobre, donc il ne participera pas à la réunion du 17 septembre. En gros, je trouve que la probabilité, là le marché estime que la Fed a 84% de probabilité, enfin qu'il y a 84% de proba que la Fed baisse ses taux en septembre. Ça me paraît un peu optimiste, mais justement ça c'est un scénario de fin de cycle, c'est-à-dire que la Fed pourrait doucher tout le monde le 17 septembre, et le 17 septembre on est pile poil dans la fenêtre de fin de cycle que nous donne la liquidité M2. Donc, ça, c'est un argument en faveur du M2. Enfin, j'y viens. Bon, les fondamentaux, aujourd'hui, vous avez l'inflation US. La plupart d'entre vous, vous allez vous aurez le chiffre avant même... vous aurez le chiffre quand vous allez regarder la vidéo. Ça concerne le mois de juillet. Je vous rappelle que les nouveaux tarifs douaniers s'appliquent depuis le mois d'août, donc le mois de juillet n'en tient pas compte, mais il y avait quand même les tarifs douaniers depuis le mois d'avril. Mais au fond, ce qui compte, ce sont les tarifs douaniers finaux avec la Chine, et ça ne sera pas fixé avant le mois de novembre, etc., etc., etc. Le débat sur la récession américaine, le chômage, l'inflation, patati patata, on en parle tout le temps et nous en reparlerons. Cette semaine, bien sûr, la géopolitique, Trump, Poutine en Alaska, le 15. Voilà, vous savez tout. On passe aux choses qui sont vraiment intéressantes. Alors, tout d'abord, oui donc, je termine. La probabilité que la Fed baisse ses taux en septembre, c'est 84%. Vous savez, ça varie instantanément au moindre chiffre. Le moindre chiffre qui ira à contre-courant de ces anticipations peut faire tomber la proba à 10%. Donc, il ne faut pas s'emballer non plus. Ce qui est intéressant, c'est que cette date du 17 septembre tombe en plein milieu d'une fenêtre temporelle de fin de cycle selon la liquidité M2, mais uniquement selon la liquidité M2, puisque la seconde fenêtre est la semaine du 13 octobre, où là, il n'y a pas la Fed. On verra. Ligne de tendance intercycle. Ligne de tendance intercycle, c'est passionnant. Je vous ai montré ça avant de partir quelques jours à la Cambrousse. Ça, c'est magique. Vous avez ici donc les deux lignes de tendance qui attrapent le sommet du cycle de 2016 et le sommet du cycle de 2020. Quand je dis cycle de 2016, je dis la date du halving, et là le cycle de 2020, c'est la date du halving. Le cycle a topé en novembre 2021, mais le halving avait lieu en 2020. Vous avez capté, d'accord? Parce que rappelez-vous, le cycle de 4 ans se termine toujours là, à la fin de l'année qui suit le halving. Voilà. Donc tout ça, vous connaissez tous par cœur. Et donc, regardez dans quoi nous sommes enfermés. Alors, on est toujours bloqué par cette trendline, mais soutenu par celle-ci. Celle qui est en vert n'est pas tracée n'importe comment, je vous rassure, je l'ai tracée en cours de clôture. Donc là, vous avez la ligne de tendance cours de clôture qui fait support. C'est le même topo en fait que la semaine dernière. Il faut tenir les 110. Tant qu'on tient les 110, 111, nous sommes dans une phase bullish du mois d'août. D'ailleurs, en termes de saisonnalité, vous savez que le mois d'août de la dernière année du cycle est bullish, alors que grosso modo, le mois d'août n'a jamais été un bon mois, sauf la dernière année du cycle. Là, nous sommes soutenus par le cours de clôture, c'est bien, mais nous sommes toujours bloqués par celle qui joint les mèches. Pam, ça crée le range actuel. C'est un range de volatilité 110, 123. Voilà. Donc, s'il doit y avoir un push final de cycle, c'est faire sauter les 123, et c'est là où on fera le truc final. Que tout le monde attend, en fait.
que tout le monde attend pour se barrer. Alors c'est certain que si on se retrouve mi-septembre ou mi-octobre, toujours coincé entre 110 et 123, ben, il faudra accepter que le cycle est fini. En fait, il y a l'aspect temporel, et là on arrive dans une période où l'aspect temporel va primer. Et il faudra accepter le prix que donne le marché. Et il faudra l'accepter sur tous les jetons sur lesquels vous êtes positionné. Alors, bien sûr, les alts, ça peut être différent, ça peut prolonger un peu au-delà du cycle de BTC. Ce que l'on observe, c'est que, alors on a deux occurrences, c'est que en général, le top du cycle de l'Ether, par exemple, du jeton Ethereum, se fait 2 à 3 semaines après le BTC. Donc si le BTC top mi-septembre, peut-être que l'Ether c'est première semaine d'octobre. Si le BTC top mi-octobre, peut-être que l'Ether c'est début novembre, etc., etc. Ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler. On ne va pas s'ennuyer d'ici la fin d'année. Dominance et saison des alts. Alors, c'est intéressant ce qui se passe. Ça laisse un espoir sur le plan technique d'avoir quelque chose de pas dégueu. Tout de suite, je vous remontre ici le seuil qui compte, le seuil des 60% de dominance. Alors attention, vous avez ici des pourcentages à gauche qui sont des pourcentages de retracement, mais le pourcentage entre parenthèses est le niveau de dominance. Vous avez noté que le déclenchement de la saison des altes du cycle passé, c'était la cassure des 60%. Et regardez-moi ça, comme on est posé dessus, c'est un truc de fou. Moi, je kiffe les graphiques. Moi, ça me fait ma journée, ça. Moi, vous me montrez un graphique comme ça, je suis heureux. C'est incroyable, c'est un truc de psychopathe. Parce que là, la cassure des 60% déclenchait la saison des altes. Comme par hasard, là, on revient, on bute, on rejette, on franchit, ça fait support, et là, on est posé dessus. Et franchement, quelqu'un qui vous dit l'analyse graphique, ça sert à rien. Moi, je vous dis, ça sert justement à quelque chose, surtout sur les graphiques de long terme. C'est là où on chope les bas et les hauts de cycle. Et là, ce niveau, donc en gros, le jour où la dominance de Bitcoin casse les 60%, on drop minimum à 54 et on aura une deuxième jambe favorable aux alts. La première a été celle-là. Alors, bien sûr, il faut être honnête. Le repli de la dominance de Bitcoin depuis début juillet, c'est surtout la hausse de la dominance de l'Ether. Et oui, la saison des alts que là nous avons, qui est une mini-saison des alts, ne ressemblera pas à celle du cycle précédent. C'est avant tout une saison, on voit, qui reste focus sur les majeurs. Mais on l'a toujours dit, le top 15 en termes de market cap est en grande partie sur l'Ether. Mais bien entendu que lorsque Bitcoin va faire son haut de cycle, et lorsque l'Ether fera son haut de cycle, d'ailleurs je vais vous donner aussi dans cette vidéo ce que j'envisage comme sommet pour l'Ether, eh bien, la grande majorité des jetons sont encore tout en bas et ne reverront jamais, 3 fois jamais, en majuscule, les niveaux atteints sur le cycle précédent. Ça, les marchés ne sont plus comparables. Donc il faut avoir conscience de ça, que nous sommes déjà en mini-saison des alts, mais que si dans votre portefeuille, l'alt en question est toujours à moins 70%, elle peut le rester, parce que là, cette saison des alts, elle est focus sur les majeurs et en grande partie sur l'Ether. En grande partie sur l'Ether, mais pas que. En tout cas, dès que ce niveau des 60% de dominance cède, il y a 5 points de pourcentage à choper à la baisse, ce sera favorable, je pense en partie à l'Ether, mais pas que. Alors, quand est-ce qu'aura lieu la fin du cycle? Là donc, je vais vous montrer plusieurs approches. Donc tout d'abord, l'approche pessimiste. L'approche pessimiste, c'est ça. Nous sommes 479 jours après le halving, actuellement là. Donc nous sommes, donc voilà, moi j'ai, vous savez comment je fais, hein, j'ai les cycles passés, donc je les compare, nombre de jours depuis le halving, nombre de jours depuis le sommet de l'ancien cycle, nombre de jours depuis le point bas d'Hubert. Notez d'ailleurs que les deux précédents cycles se sont terminés 1066 jours après le précédent bear market, 1062 jours après le précédent bear market, on est 996, ça nous dit mi-octobre. Bon, attendez, je vais trop vite là. Donc, nous sommes 479 jours après le halving, vous avez ce on dit, on achète 500 jours avant, on vend 500 jours après, 500 moins 479, 21, 12 plus 21, vous avez capté, début septembre, c'est fini. Ça, c'est le scénario le plus pessimiste, vous me revendez tout le 1er septembre, et basta, ciao, ciao, bye bye, on revient dans 13 mois. Bon, moi, j'y crois pas, bien sûr. Je crois pas à ça, c'est trop pessimiste. Ensuite, scénario moins pessimiste. Le scénario moins pessimiste, c'est ça. C'est la liquidité mondiale M2. Le problème, c'est que la liquidité mondiale M2, parfois, c'est une projection de 70 jours qui marche, parfois, c'est 84. Donc, on top au milieu. Le 70 jours nous donne le 9 septembre, le 84, 22 septembre. En gros, 15 septembre, c'est fini. Donc, la liquidité mondiale nous dit 15 septembre, c'est fini.
Rappelez-vous les amis, qu'est-ce qu'on a le 17 septembre? La Fed. Alors, est-ce qu'on termine le cycle en plein milieu, donc le 17 septembre, jour de la Fed, qui nous ferait une méga déception en baissant pas les taux? Possible. Et même archi crédible. Ça, c'est un scénario, je me dis, c'est pas dégueu, ça tient la route, on dégage mi-septembre. Ok. Ensuite, scénario médian. On termine la semaine du 13 octobre. Jeudi, on termine la semaine du lundi 13 octobre. C'est ce que nous disent 3 métriques. Oubliez cette moyenne et oubliez le cycle de 2012. Concentrez-vous sur ce que j'ai mis en rouge. Cycle de 2016 et cycle de 2020. Et on va toper au milieu. On tope au milieu. Nous sommes... Alors ça, je l'ai fait hier, c'est pour ça. 478 jours plus 60. On tope, on arrive au milieu. 1372 plus 60. On arrive au milieu. 995 plus 60, pile poil comme les ceux-là, en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le point bas de l'ancien bear market. En gros, ces 3 métriques nous disent qu'il reste 60 jours. On est le 12 plus 60 semaines du 13 octobre. Ça, c'est le scénario auquel moi j'aurais tendance à croire. Ensuite, scénario optimiste. Optimiste. La répétition purement calendaire et la moyenne de cycle. Le graphe date de 4-5 jours, on s'en fout. Regardez la courbe en noir. La courbe en noir étant la moyenne des cycles. La moyenne des cycles nous dit qu'on atteint 130K début septembre, qu'on fait une conso de 3 semaines et qu'on fait un méga pump en octobre et en novembre et qu'on termine même début décembre à 200K. Et ceux qui défendent ce scénario s'appuient sur le fait donc qu'on ferait de la répétition de moyenne de cycle sur une base calendaire et s'appuient sur le fait qu'un maximum d'ETF ont une date de validation, une date finale de validation mi-octobre et que si la SEC dit oui, ça nous permettrait d'avoir la poussée finale. Si on fait ça, on rentre dans une zone rouge temporelle où on explose toutes les moyennes du cycle précédent. On serait alors en hypercycle, dans l'ultime push. Peut-être porté par l'institutionnalisation, Trump et compagnie. C'est possible aussi. Donc là, j'ai essayé de vous montrer de manière synthétique. Et puis oui, et le graphique mensuel. Moi, quand je vous dis que je vendrai tout, il y a bien sûr la fenêtre temporelle, et surtout quand le RSI mensuel sera là. Ça peut arriver mi-octobre. Là, moi, en gros, peu importe la fenêtre temporelle. Quand j'ai un RSI mensuel qui est là, à 85, je vends tout. Tout. Je vends tout. Je ferme boutique, je disparais, je reviens dans 13 mois. Voilà. Donc, moi, je vais affiner l'aspect temporel en ayant d'autres métriques techniques. Ça en fait partie, par exemple. Ça, je vais vraiment le surveiller, ce RSI mensuel. Donc, si on est le 15 septembre et que j'ai un RSI mensuel ici, je dégage. Mais si c'est mi-octobre, ce sera mi-octobre. Ça dépendra aussi de mon RSI mensuel. Donc cet aspect temporel, il est majeur. Je pense qu'on a au moins devant nous, là, allez, on a un bon 3-4 semaines où on ne se prend pas la tête. Un bon 3-4 semaines où on ne se prend pas la tête. Et à partir de début septembre, il va falloir sérieusement se poser la question. Et puis alors oui, j'oubliais le dernier scénario, qui serait donc la fin du cycle de 4 ans. Sa disparition pure et simple. Avec un marché qui désormais institutionnalisé ne tolérerait plus une baisse de 70%. Moi j'ai du mal à croire à ça. Et je pense que si la majorité commence à y croire, le marché, comme d'habitude, piégera tout le monde en nous calant un bear market. Oh, il sera peut-être pas à moins 70. Ce sera peut-être aussi ça le piège, si tout le monde attend à moins 70. Mais ce sera peut-être moins 40, moins 50. Vous voyez que ça fait beaucoup de peut-être. Alors pour le BTC, moi je pense toujours d'ici début septembre, on peut aller toper. Alors
Là, il y a une tentative de dépasser le cours de clôture, ça a encore fait une mèche haute. On casse pas de support. Tant qu'on tient cette zone support comme d'hab, hein, 112, 113, c'est bullish. Et moi, je pense que d'ici début septembre, on peut aller taper mon 0,618, c'est 130K. C'est d'ailleurs ce que dit aussi la répétition calendaire. Ou encore un graphique comme le Rainbow Chart Price Indicator, etc. etc. ETH, qu'est-ce qu'on peut viser pour la fin du cycle? Alors ETH, déjà, c'est massif les inflows sur les ETF. C'est tellement massif. Vous savez que les inflows sur les ETF ETH explosent maintenant ce qu'on a sur BTC. Massif. Propre. ETH, ça capitalise 500 milliards. Alors, ceux qui pensent que ETH ira à 20 000 sur ce cycle, sortez-vous de cette idée de la tête. Ça pèse 500 milliards, ça compte les seuils de market cap. Si déjà, si le jeton Ether va à 1000 milliards de market cap, ça fait 8000 dollars. Ça fait un peu moins de 8000 dollars. Et ça, pour moi, c'est le grand max. Mais on n'ira pas sur ce cycle. On n'ira pas. Il ne faut jamais dire jamais, mais moi, je ne pense pas. Donc déjà, voilà, dites-vous bien que déjà 8000 dollars sur le jeton, c'est 1000 milliards de market cap. Ça ne passera pas sur ce cycle. Qu'est-ce qui est plus raisonnable sur le jeton Ether, qui effectivement nous a fait une belle cassure de résistance? On est dans une sorte de vague 3, on est dans une vague 3. Nous sommes dans une vague 3, et je vais repasser ici en échelle arithmétique. Nous sommes dans une grande vague 3, le bear market sera la vague 4. J'ai un intervalle raisonnable entre 5003 et 5009. Le 1,38,2, il est majeur pour une vague 3. Moi, je dis, déjà, allons chercher la TH, et si on pète 4008, je dis grand max sur ce cycle, 5009. Grand max. Grand max sur ce cycle, 5009. Et puis donc les autres jetons, on très bref, mais il n'y a pas grand chose à dire. Donc le jeton BNB, propre, hein, il nous a fait la même cassure qu'ici, sauf que ça partira pas de la même façon, mais on est toujours bullish au-dessus des 704 dollars, et je pense que ce machin peut aller chercher les 1000 dollars sur ce cycle. Solana, bon, c'est moi je l'aime moins en fait Solana. Je l'aime moins parce que lui il a rejoint son otage depuis un certain temps. Vous avez cette trendline ici qui bloque. Après, bon, je suis moins fan en fait. Là, on est dans une sorte de milieu de range. Une sorte de milieu de range. Est-ce que le jeton peut aller chercher les 260 à nouveau? Je ne sais pas. La vibe actuellement, la hype, pardon, elle est sur le jeton Ether. Elle est sur le jeton Ether puisque Solana, le gros move a eu lieu même, oui, en grande partie avant le halving. Mais on a un sommet ici important qui a été fait à 256. Après, si effectivement Bitcoin va chercher des cibles de cycle plus hautes, ce que je pense aussi, le jeton Sol finira par en bénéficier. Ok, très bien, oui, voilà, c'est possible. En tout cas, là, il est prisonnier autour de l'enchevêtrement des moyennes mobiles en données journalières, plus ou moins en fait en plein milieu de son range. C'est ce que j'allais dire. Tao, Tao. T-A-O. Vous dites Tao ou T-A-O? Ma foi, ce truc, ça pèse pas bien cher, c'est 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Bon, c'est un jeton qui est bien considéré dans l'environnement de l'intelligence artificielle. Et techniquement parlant, c'est propre. On a ici une impulsion en 5 temps. Là, on a un truc en ABC, qui peut être en fait un espèce de gros flat. Bon, je serais quand même pas surpris que d'ici la fin du cycle, on revienne minimum taper la partie haute. Disons que si on a un emballement de fatigue sur les alts, le jeton TAO fait partie de ceux, parce que ce ne sera pas le cas pour tous, fait partie de ceux qui peuvent casser leur ATH. Et si c'était le cas, nous faire un A égale C et aller toper les 900 dollars. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, ça fait un peu au doigt mouillé, mais voilà, si on reste juste dans quelque chose de standard, bête et méchant, vous avez un beau trading range, à l'intérieur duquel vous avez ici une première jambe de reprise, et on retrouve aussi ici une sorte de structure de continuation sur l'horizon de temps
inférieure. Je pense ne pas prendre trop de risques en disant que d'ici la fin du cycle, on peut aller retaper les 650, 680, la partie haute de ce gros trading range. Voilà les amis, donc cette semaine, il y a de la macro dans tous les sens, et puis surtout l'aspect géopolitique avec Trump et Poutine à la fin de la semaine. Et puis voilà, donc j'espère que j'apporte déjà quelques éléments de réflexion à quelque chose donc, de majeur auquel il faut penser. Quand tout revendre, la fin du cycle étant beaucoup plus proche que le début. À ça tous.